à toutes et à tous, je suis Christelle Gatineau, chef de cabinet de Lucans, et je suis ravie d'être avec vous pour ce webinaire consacré à la réforme de la liste d'aptitudes. Alors en plateau, à mes côtés sont présentes Isabelle Bertin, directrice de Lucans, mais également les responsables des départements carrières dirigeantes au sein des caisses nationales, à savoir Gwenaëlle Favre pour l'URSSAF Caisse nationale, Karina Audou pour la CNAM, également Carole Bonvalot au niveau interbranche à Lucans, et à distance nous serons accompagnés de Laura Ribéry pour la CNAF, de Virginie Charlebré pour la CNAV et enfin de Benjamin Génie, directeur de la formation continue à l'EN3S. Alors, comment va se dérouler ce webinaire? Nos intervenants vont répondre successivement à des questions sur la réforme de la liste d'aptitudes. Vous, à distance, vous avez la possibilité d'interagir avec nous en nous soumettant des questions via le chat. À noter qu'une équipe de modérateurs me soumettra les questions les plus pertinentes au regard de la réforme. Je voulais également vous souligner qu'il y a un système de sous-titrage automatique qui, je l'espère, retranscrira nos propos le plus fidèlement possible. Mais si ce n'est pas totalement le cas, soyez indulgents avec notre intelligence artificielle. Alors, une fois ces modalités pratiques effectuées, on va rentrer plus spécifiquement dans le vif du sujet avec une première question posée à Isabelle Bertin. Est-ce que vous pouvez nous préciser dans quel contexte s'est déroulée cette réforme et quels étaient les objectifs poursuivis ? Alors, merci Christelle. Bonjour à toutes et tous. Déjà, merci de vous être libérés pour pouvoir participer donc, à ce webinaire dédié à la réforme de la liste d'aptitudes. Quelques éléments de contexte. La précédente réforme de la liste d'aptitudes avait fait suite aux recommandations issues du groupe de travail piloté par Madame Morel. Ces recommandations donc, avaient permis la mise en place du système que nous connaissons depuis, donc le système de la liste d'aptitudes tel que nous le connaissons. Il a maintenant bientôt 10 ans. Or, depuis 10 ans, le cadre d'exercice de nos fonctions d'agent de direction a quand même assez fortement évolué. Par exemple, on a eu une évolution donc, des réseaux avec des mutualisations qui ont été beaucoup plus poussées que ce qu'elles n'étaient il y a 10 ans. Il y a eu l'intégration du RSI et plus largement des régimes partenaires. Une évolution également de la culture managériale au sein des organismes. En réponse aux aspirations des nouvelles des salariés, avec notamment un développement et maintenant une quasi-généralisation du télétravail. Donc c'est dans ce contexte qu'à l'été 2020, la direction de la sécurité sociale a missionné Jean-Louis Ray pour mener une réflexion quant à l'évolution de la liste d'aptitudes. L'objectif étant à la fois donc, de dynamiser, les parcours professionnels des agents de direction et de rendre les fonctions d'agents de direction toujours plus attractives. Pour fournir ces préconisations, donc, sous forme de scénarii, Jean-Louis Ray s'est appuyé sur un certain nombre d'entretiens qu'il a menés avec des interlocuteurs nombreux, que ce soit les dirigeants des caisses nationales, que ce soit les organisations donc, syndicales représentatives des agents de direction, les associations de directeurs comptables et financiers, le directeur de l'EN3S, le directeur de Lucans. Donc la réforme que nous allons vous présenter plus dans le détail lors de ces webinaires donc, est bien issue de ces préconisations donc, du rapport Ray. Cette réforme n'est pas une révolution. Je dirais que c'est plutôt effectivement la poursuite des orientations qui avaient été tracées par la réforme de 2013, mais vers encore plus de souplesse et peut-être encore plus de simplicité. Quelques exemples qui seront développés donc, au cours du webinaire. Déjà, par exemple, dans la poursuite de la réforme de 2013, il y a encore eu, une réduction du nombre de classes. Il y en avait 3 à l'issue de la réforme Morel. Il y en a plus que 2 maintenant, puisque les listes L1 et L2 donc, ont fusionné. Toujours en matière de souplesse et de simplicité, l'inscription en classe L3 sera acquise sans limitation de durée pour tous les élèves de l'EN3S et de Cap Dirigeants. Ces dispositions permettent notamment d'élargir le vivier donc, des candidats sur les différents postes d'agents de direction
À titre d'exemple, via la fusion donc L1, L2, donc, le vivier des personnes susceptibles d'être candidats sur un poste de directrice ou de directeur se chiffre maintenant à un peu plus de 570 personnes. Quant au vivier donc, de la classe L3, c'est un peu plus de 1900 personnes qui composent ce vivier. La réforme maintient également des incitations à la mobilité, que ce soit la mobilité interbranche, que ce soit la mobilité entre caisses nationales et caisses locales, par la réduction donc, des durées d'exercice nécessaires pour être inscrit en classe L1-2. Toujours donc, dans un souci d'attractivité, l'actuelle réforme maintient les réductions de durée pour les personnes qui ont exercé donc, des fonctions de directeur comptable et financier pour l'accès à la liste L1-2 et également puisqu'on a aujourd'hui un sujet d'attractivité donc, des fonctions d'agent de direction dans les départements d'outre-mer, la réforme met également en place cette réduction donc, d'activité pour pouvoir être inscrit en L1-2 lorsque l'agent de direction a été agent de direction donc, dans un département d'outre-mer. En parallèle de la réforme de la liste d'aptitudes, l'accent est mis également sur le développement des compétences des agents de direction par la mise en place d'une obligation formative qui sera examinée par le comité des carrières au moment donc, des candidatures pour les postes, au poste de directeur comptable et financier et de directeur. Juste peut-être quelques précisions sur les modalités pratiques de notre webinaire. Nous pourrons bien évidemment répondre aux questions d'ordre général que vous vous posez. En revanche, nous ne pourrons pas répondre à des questions donc, individuelles. Si vous avez des questions effectivement très personnelles à poser, une adresse mail vous a été mise à disposition et les équipes du département des cadres dirigeants donc, de l'UCANS répondront donc, à vos questions. En complément du webinaire que nous tenons ce jour, un second webinaire se tiendra donc le 8 mars, consacré à la réforme du cap dirigeant. Et puis également, peut-être vous dire que vous pourrez obtenir aussi toutes les informations complémentaires sur cette réforme via la lettre circulaire liste d'aptitudes qui est parue la semaine dernière, ainsi que via un hashtag directeur qui devrait paraître cette semaine, une fois les dernières validations de ce hashtag directeur spécial réforme obtenues. Je laisse la parole à Carole, donc Carole Bonvalot, qui est la responsable du département des cadres dirigeants au sein de l'UCANS. Merci Isabelle, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter rapidement la réforme. Je sais que je vais décevoir les plus gourmands d'entre vous, mais je n'en ferai pas une présentation exhaustive. Pour cela, vous pouvez aussi vous rapporter à la lettre circulaire, donc, qui est parue, comme l'a dit Isabelle, la semaine dernière. Et ce qu'on va faire, on vous mettra le lien en ligne dans le diaporama qui sera mis à l'issue du webinaire. Comme ça, vous pourrez la consulter. Elle est vraiment exhaustive sur toutes les conditions réglementaires sur la liste d'aptitudes. Et comme l'a dit Isabelle également, ici, on ne va bien sûr pas traiter des situations personnelles. Et pour ça, vous avez à l'écran l'adresse mail qui s'affiche des équipes de l'UCANS en charge de la liste d'aptitudes. J'en profite pour les remercier de leur mobilisation et elles pourront vous répondre sur toutes les situations personnelles. Donc je vais vous présenter la réforme en deux temps. D'abord, premier temps, c'est que c'est une réforme. Alors Isabelle l'a dit, ce n'est pas une révolution, mais pour autant, c'est une réforme qui amène un certain nombre d'éléments de simplification qui sont intéressants. Premier élément de simplification, Isabelle en a dit un mot également, c'est une réforme qui va fusionner les anciennes classes de directeurs. Donc on avait auparavant deux classes de directeurs de plein exercice, une classe L1 pour les postes de directeurs de catégorie exceptionnelle, donc les caisses de catégorie exceptionnelle, et pour les autres postes, c'était la classe L2. Donc désormais, nous avons une seule classe de directeurs de plein exercice, qu'on appellera la classe L1-2, et c'est ce qui existe aussi dans le régime agricole. En fait, ils ont deux listes, les postes de direction et les autres postes. Et donc, cette classe unique, pour votre information, si vous étiez inscrit précédemment dans les anciennes classes L1 et L2, surtout ne vous inquiétez pas, nous allons reconduire donc, dans cette nouvelle classe fusionnée vos inscriptions.
jusqu'à la date de validité de votre classe en ce moment. Exemple, vous étiez inscrit en L2 jusqu'au 31 décembre 2025, vous êtes automatiquement reconduit dans la nouvelle classe L1-2 jusqu'à cette même date. Deuxième sujet aussi de simplification, si vous êtes diplômé de l'EN3S ou du CAPDIR, et là j'insiste aussi, que ce soit les nouveaux diplômés mais aussi les anciens diplômés, vous serez désormais inscrit sur la L3 à vie, entre guillemets, c'est-à-dire sans limitation de durée. Donc ça aussi, c'est une simplification importante. Et pour ça, rien à faire, c'est automatique. On se charge de mettre en place cette inscription sans limitation de durée à l'obtention de votre diplôme EN3S ou CAPDIR, tout simplement. Donc voilà pour ces deux premiers sujets. Et troisième sujet aussi de simplification, c'est qu'on a profité de la réforme et de la faculté qui était désormais offerte par l'arrêté d'avoir des évaluations, ce qu'on appelle un triple regard pour toutes les listes. Donc le triple regard, c'est quand vous postulez pour la liste d'aptitude, vous avez 3 types d'évaluateurs, votre employeur, l'État, en général la MNC, et puis un cabinet de conseil. Donc ce triple regard avant était uniquement pour les classes de directeurs, L1 et L2, et désormais c'est pour toutes les classes, y compris L3. Alors si vous avez suivi, il y aura moins de personnes concernées, puisque lorsque vous êtes diplômé de l'EN3S et du CAPDIR, vous êtes inscrit à vie en L3. Pour autant, on aura encore dans cette catégorie de L3 à la fois les agents publics qui demandent chaque année leur inscription sur la liste d'aptitude, et nous en avons chaque année qui demandent les différentes listes, mais aussi, on va en parler, le dispositif nouveau qui est la faculté pour les caisses nationales de proposer 4 candidats à l'inscription à la liste d'aptitude, et ces 4 candidats aussi seront évalués au titre de ce triple regard. Donc voilà pour la phase simplification. Donc à retenir, une classe unique de directeur, c'est la nouvelle classe L1-2, une inscription à L3, j'appelle ça à vie, mais en tout cas sans limitation de durée pour les diplômés de l'EN3S et du CAPDIR, et puis enfin un triple regard pour toutes les évaluations, que ce soit la nouvelle classe L1-2 ou la classe L3. C'est une réforme aussi qui permet une forme de reconnaissance et une forme de modernisation. Donc premier sujet, un sujet qu'on connaissait déjà depuis la réforme dite Morel, c'était tout ce qui est l'objectif de valoriser les mobilités. Donc ça, c'est reconduit. En fait, nous avions des dispositifs de valorisation de mobilité qui existaient dans l'ancienne classe L2, donc de directeur. Alors, je vais essayer de faire simple parce que c'est assez complexe. Et là aussi, n'hésitez pas à aller voir la circulaire de la liste d'aptitude qui détaille toutes les conditions. Mais on avait finalement des durées d'exercice d'ancienneté requises pour demander l'inscription en classe de directeur qui étaient de 10, 8 ou 6 ans. Isabelle en a parlé, la clause de 6 ans qui est pour les candidats qui font notamment des mobilités interrégimes, interbranches, du local vers le national, pardon, elle est passée à 5 ans. Mais pour ceux qui sont encore dans les conditions de durée de 10 ans ou 8 ans, si vous avez exercé au moins 1 an en Outre-mer, c'est réduit de 2 ans. Donc concrètement, ça veut dire que si vous, par rapport à votre parcours, si vous êtes resté dans le même organisme où vous avez eu 2 emplois d'agent de direction, on vous demande 10 ans d'ancienneté pour prétendre à l'inscription sur la classe L1-2, ces 10 ans sont réduits à 8 ans. Et si vous êtes dans le cas de figure des 8 ans, c'est réduit à 6 ans. C'est quelque chose qui existait déjà pour les directeurs comptables et financiers, et la réforme le met en place également pour reconnaître l'exercice en Outre-mer. Donc ça, c'est une nouveauté importante et qui toujours dans le même objectif de valoriser de façon générale les mobilités qui sont effectuées par les agents de direction. Un nouvel article également, donc l'article 9 bis, pour ceux qui ont la curiosité d'aller voir l'arrêté, qui crée une voie nouvelle d'accès à la liste d'aptitude qui n'existait pas auparavant, qui est sur proposition des caisses nationales. Donc combien de candidats peuvent être proposés? Chaque année, les caisses nationales doivent se mettre d'accord sur 4 noms. Ce n'est pas 4 noms par réseau, c'est 4 noms pour l'ensemble des réseaux et des caisses nationales. Et donc ces 4 noms vont être proposés soit pour une classe de directeur, donc L1-2, soit pour une classe L3. Et il y a quand même des conditions de recevabilité, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des conditions pour pouvoir y prétendre. C'est des personnes qui doivent être agents de direction en ce moment, donc en ce moment agents de direction salariés d'un organisme, et puis qui doivent avoir 6 ans d'ancienneté dans la fonction d'agent de direction. Petite subtilité, si c'est la classe L1-2, donc de directeur qui est demandée, ils doivent avoir eu 2 postes d'agents de direction différents.
Et une fois ces conditions finalement satisfaites, ils sont ensuite soumis, c'est ce que je disais tout à l'heure, au processus d'évaluation des candidats à la liste d'aptitude, comme les autres candidats. Et puis dernier sujet sur lequel je vais passer rapidement, mais il y a aussi avec la réforme une meilleure reconnaissance des périodes d'intérim. Je disais tout à l'heure qu'il y avait des clauses d'accélération pour l'accès au poste de directeur pour les directeurs comptables et financiers. Eh bien, si vous avez fait un intérim de directeur comptable et financier, ça compte si vous avez fait 1 an par exemple d'intérim, ça compte pour pouvoir avoir la clause d'accélération de 2 ans pour l'accès au poste de directeur. Donc ça aussi un sujet qu'on voulait souligner aujourd'hui. Et puis dernier item, les dates clés de la campagne 2023. Je disais qu'on a ouvert il y a la boîte qu'on vous a affichée tout à l'heure, donc vous pouvez poser vos questions. On a eu justement pas mal de questions sur les dates de la campagne cette année. Donc il y a eu les premières réponses avec la circulaire la semaine dernière, mais je vais aussi vous les reconfirmer, que vous les ayez bien en tête. Donc vous pouvez vous inscrire en ligne du 15 mars au 17 avril. Alors là, petit message, n'hésitez pas à le faire assez rapidement. On a très souvent la majorité des candidats qui le font les 3 derniers jours. Mais si vous rencontrez le moindre problème informatique ou de récupération de pièces, je ne sais pas, à ce moment-là, c'est toujours plus délicat pour se retourner. Donc n'hésitez pas, si vous le pouvez bien sûr, à anticiper. Les conditions de recevabilité, alors ça, qu'est-ce que ça veut dire, seront appréciées au 15 mars. Ça veut dire, je disais tout à l'heure, parfois il y a des clauses d'ancienneté de 10 ans, de 8 ans ou de 5 ans. Eh bien, on appréciera ces durées au 15 mars. Donc, si vous les atteignez à cette date, c'est bon. Si vous les atteignez ne serait-ce que 2 mois après, c'est pas bon. Si vous faut les 10 ans et que vous ne les avez pas au 15 mars, vous ne serez pas recevable. Mais à la prochaine campagne, vous pourrez formuler votre demande d'inscription. Ensuite, le processus d'évaluation dont je parlais tout à l'heure, il aura lieu entre mai et juillet. Donc, le triple regard que j'évoquais à la fois de l'État, du cabinet de conseil et de votre employeur. Et enfin, la commission d'inscription, donc celle qui propose au ministre les candidats à inscrire sur la liste d'aptitude via le journal officiel. Donc, elle aura lieu le 18 octobre 2023. Et ensuite, vous serez inscrit dès lors que l'arrêté paraîtra au JO et jusqu'au 31 décembre 2029 par rapport aux nouvelles règles de validité des inscriptions. Voilà pour la présentation de la réforme. Merci beaucoup, mesdames, pour ces éléments introductifs déjà très riches. On va revenir sur un premier aspect qui a été évoqué par rapport à la réforme, c'est-à-dire la fusion des listes L1 et L2. Ce point de vue a été défendu par les caisses nationales à l'occasion des travaux menés par Jean-Louis Rey. Peut-être en ce sens une question posée à Laura Ribéry à distance. Quels sont les avantages que vous voyez à cette classe L1-2 unifiée pour toute fonction de direction, et ce, quelle que soit la taille de l'organisme? Merci. Alors effectivement, les avantages sont multiples. C'est d'abord une mesure de simplification et de clarification, je pense, pour les candidats à la liste d'aptitude et aux listes d'aptitude pour des emplois de directeur, puisque ça permet d'unifier l'ensemble des postes de directeur et de les rendre accessibles via une seule liste d'aptitude, la nouvelle L1-2. Et puis, de manière très pragmatique, ça nous permet aussi d'augmenter le vivier des candidats à ces postes de pleine direction, puisque aujourd'hui, dans certains cas, nous sommes confrontés à un manque de candidatures. Il faut savoir que sur un poste de directeur ou de directrice de plein exercice, en moyenne, nous avons à peine un peu plus de 4 candidats ou candidates par poste. Et je dis bien que c'est une moyenne, c'est-à-dire que pour certains postes, on est en dessous de ce nombre. Donc vraiment des candidatures assez rares, et le fait d'avoir un vivier unique, bien sûr, nous permet d'avoir, on l'espère, plus de candidatures par poste. Au-delà de ces aspects peut-être un peu administratifs, c'est aussi une évolution qui est en cohérence avec l'évolution de l'exercice même de la fonction de directeur et directrice de plein exercice. Aujourd'hui, on a vu depuis de nombreuses années et dans tous les réseaux le développement de fonctions mutualisées, la prise en charge de missions nationales dans les caisses, par les agents de direction, mais aussi directement par les directeurs et directrices eux-mêmes et elles-mêmes. Ou encore les évolutions de réseau. Les frontières en fait entre les organismes selon leur taille existent encore, mais elles sont moins marquées qu'il y a quelques années.
La taille de l'organisme n'est plus le seul critère. Et puis, il faut également prendre en compte les spécificités des organismes et les difficultés peut-être d'exercice de la fonction de directeur ou de directrice ne sont pas uniquement liées à la taille de l'organisme, mais peuvent être très diverses et liées à des contextes divers et variés. Cette nouvelle liste unique prend en compte l'ensemble de cette réalité multiple d'exercice de la fonction de pleine direction. Sachant qu'in fine, de toute façon, l'adéquation à un poste spécifique se fait bien au niveau du comité des carrières. Et donc, la liste d'aptitudes reste, je dirais, un premier filtre, une première évaluation d'un potentiel à occuper un certain nombre de postes. Mais après, poste par poste, on a bien sûr une évaluation beaucoup plus fine de la capacité à exercer dans un certain contexte, dans un certain organisme, avec sa taille, ses spécificités. Et ça se fait au moment du passage en comité des carrières. Très bien, merci beaucoup pour ces éléments. Un deuxième aspect de la réforme sur lequel nous allons revenir assez brièvement est l'inscription en L3 sans limitation de durée pour les diplômés de l'EN3S et du CAPDIR. Benjamin Génie, je me tourne tout naturellement vers vous sur ce sujet pour vous poser deux questions. Déjà, que pensez-vous de cet aspect de la réforme, mais aussi en lien peut-être un peu plus lointain, une réforme est également annoncée sur le CAPDIR. Est-ce que vous pourriez nous en dire deux petits mots? Oui, bonjour à tous. Sur cette partie-là, effectivement, moi, je suis en charge de la formation continue. Donc, vu qu'il y a le webinaire du 8 mars qui est spécialisé, qui est dédié à ces questions-là, je laisserai répondre aux questions et présenter tout le dispositif. Voilà, j'interviendrai plus précisément aujourd'hui sur tout ce qui est incitation à la formation continue. Voilà, mais en tout cas, c'est une réforme qui a été portée bien entendu par le N3S pour le CAPDIR et qui a été construite en partenariat avec l'ensemble des acteurs. Mais comme le disait Madame Bertin au démarrage, ce sera vraiment détaillé le 8 mars. Très bien. Et sur l'aspect, le fait d'être inscrit sur liste d'aptitude catégorie L3 pour une durée indéterminée. Alors, ça, c'était effectivement tout à fait souhaité. Il y avait un consensus à ce niveau-là. Donc, c'est une évolution effectivement que le N3S porte tout à fait, qui convient tout à fait et qui sera de même, notamment en termes d'attractivité des concours, qui sera un élément important, j'espère, pour pouvoir donner des garanties et puis, on va dire, rassurer en termes de perspective de carrière tous ceux qui s'engagent dans à la fois la filière N3S et la filière CAPDIR. Parfait, merci beaucoup. Sans transition aucune, cette réforme prévoit aussi une clause pouvant accélérer l'accès au poste de pleine direction pour les agents de direction ayant exercé en Outre-mer. Gwenaëlle Favre, je me tourne vers vous pour savoir un petit peu ce que permet cette disposition. Alors, au travers de cette disposition, c'est une reconnaissance spécifique des compétences liées à l'exercice de ces fonctions qu'on a souhaité valoriser. Derrière le terme d'outre-mer, ce terme générique, il y a des réalités d'organismes qui sont très différentes. Et l'idée était de pouvoir reconnaître la richesse et la complexité de l'exercice de ces missions, se traduisant par des compétences qui s'y développent parfois plus rapidement. On pense assez naturellement à la capacité d'adaptation qui est assez majeure dans le contexte outre-mer. On espère que ces accélérateurs seront de nature à favoriser l'attractivité des postes parce qu'on est souvent en déficit de candidats. Alors que ces postes sont très formateurs dans une carrière d'ADD. Ce que je voudrais aussi souligner, c'est que ces clauses d'accélération à la fonction de direction existaient déjà et qu'elles venaient sanctionner la variété d'expériences et de parcours. Très bien, et justement, est-ce que vous pourriez nous rappeler un petit peu les clauses d'accélération qui existaient déjà pour l'accès à la L2 et qui sont désormais applicables à la nouvelle classe unifiée L1-2 ? Alors, Carole en a parlé tout à l'heure, les candidats ayant été DCF
mais également il y avait plusieurs types de mobilité qui nous permettaient d'accélérer l'inscription, les mobilités interbranches, interrégimes, entre un organisme local, un organisme national, ou des fonctions de direction exercées plus généralement dans le secteur public ou privé. C'est noté, merci. Un autre aspect de la réforme qui a été évoqué en introduction, c'est le fait que les caisses nationales peuvent désormais proposer chaque année 4 agents de direction sans condition de diplôme, donc soit au sein de la liste L1-2 ou au sein de la classe L3. Karina Audou, quel est l'objectif poursuivi par ce dispositif nouveau qui permettra de proposer 4 candidats à l'inscription sur liste d'aptitude d'ici l'ouverture de la campagne le 15 mars prochain? Bonjour à tous, merci. Donc là, vous faites référence à l'article 9 bis. L'intérêt de cet article, c'est de permettre à des agents de direction qui sont particulièrement engagés, qui sont particulièrement reconnus dans leurs fonctions, qui ont, Carole le rappelait tout à l'heure, 6 ans d'années d'expérience en tant qu'ADD, c'est donc de leur permettre, qui, malgré leur parcours atypique dans l'institution, puisqu'ils n'ont pas fait le N3S, ils n'ont pas fait CAPTIR, de pouvoir accéder à des fonctions d'agents de direction dans des organismes locaux. Alors, il peut s'agir de personnes de caisse nationale, du réseau. Dans le réseau, il y a des agents de direction qui bénéficient de l'article 31 avant la réforme, mais qui ne peuvent pas évoluer dans leur parcours professionnel vers des postes de niveau supérieur ou dans des organismes supérieurs, et ça va leur permettre d'évoluer. Donc l'intérêt, c'est d'enrichir le vivier des personnes qui pourraient se positionner sur des postes qui relèvent de la L1-2 et de la L3. Voilà. Très bien, merci pour ces éléments de réponse. Dites-moi. Juste, Carole l'a rappelé, ce qui est important, c'est que c'est qu'une première étape, cette proposition par les directeurs de caisse-notes, et que les personnes qui seront proposées sur ce dispositif devront passer les évaluations habituelles du cycle liste nationale d'aptitude. Donc, c'est qu'une première étape. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, en effet. Un autre sujet, le comité des carrières a récemment souhaité introduire un point de doctrine nouveau destiné à inciter les candidats au poste de directeur et de directeur comptable et financier à développer leurs compétences de façon régulière. Virginie Charlebray, pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui, bonjour à toutes et tous. Alors effectivement, cette incitation à la formation, elle découle d'un constat qui est que notre institution, vous le savez, historiquement, a investi fortement sur la formation initiale, peut-être un peu moins sur la formation continue, en tout cas s'agissant des agents de direction. Une précision, que ce n'est pas spécifique d'abord à l'institution, ce constat selon lequel quand on dit investissement moindre, l'offre existe, mais le temps consacré à la formation est souvent inversement proportionnel à la prise de responsabilité. Or, on voit bien que face aux enjeux actuels et renforcer, de s'adapter aux évolutions de contexte, de développer les compétences attendues demain, de porter des évolutions, je ne vous apprends rien, toujours plus rapides, qu'elles soient législatives ou managériales. La formation, effectivement, a été bien identifiée comme un levier de la performance de demain. Concrètement, ça vient quand même, cette incitation à la formation, on ne part pas de rien, on vient bien appuyer, y compris d'ailleurs des dispositifs qui sont portés par les caisses nationales que nous représentons aujourd'hui dans notre rôle d'accompagnement des carrières, dans différents dispositifs type entretien de carrière, etc. C'est un élément qui, à ce titre-là, par exemple, sera regardé, mais dans le cadre d'une évaluation globale du candidat, également par la liste d'aptitudes. Et en termes de doctrine, vous l'évoquiez, concrètement, demain, alors avec un effet à compter du comité des carrières de mars 2025, effectivement, le comité des carrières a souhaité faire évoluer sa doctrine pour que, lors de l'examen des candidatures à des postes de directeur et de DCF,
on puisse attester, regarder effectivement la réalité de cette formation continue. Donc concrètement, avec 5 jours de formation sur les 2 dernières années, répartis en 3 jours autour des sujets de politique publique, et puis 2 jours autour des compétences managériales, en lien d'ailleurs avec notre référentiel commun Leaders. Alors, j'ai peut-être en complément, effectivement, on peut peut-être donner quelques pistes des formations qui ont été identifiées comme pouvant répondre aux attentes, aux enjeux que j'évoquais précédemment. Benjamin Gigny, est-ce que vous voulez compléter peut-être le propos de Virginie Charlevray? Je crois que votre micro est coupé, on ne vous entend pas. Oui, pardon. Bon. Merci Virginie pour cette présentation de ce ou de ces dispositifs. Donc c'est vrai que c'était important de rappeler le délai, c'est-à-dire que c'est effectivement il y a 2 ans qui vont s'ouvrir une période de transition qui permet de regarder où on en est en termes de formation continue, et puis dans la perspective soit d'une candidature au comité des carrières, soit aussi au niveau de la commission de la liste d'aptitude, ce sera regardé, mais de façon plus en termes d'évaluation globale, de se mettre à jour. Et en termes de contenu, on a travaillé en relation avec les caisses nationales pour proposer une liste. Alors, il y a 2 volets, comme vous l'avez compris. Il y a le volet formation, on va dire, au management, toutes les compétences qui sont bien retracées dans le référentiel Leaders. Ça, c'est 2 jours. Donc, probablement que la plupart de ceux qui sont derrière l'écran, s'ils regardent, je pense qu'ils les ont pour partie ou en totalité déjà réalisées. Mais en tout cas, ces compétences-là, elles sont peut-être celles vers lesquelles on se tourne plus spontanément dans le cadre d'une prise de fonction ou d'un parcours, tout ce qui est de l'ordre du pilotage, de l'accompagnement, du leadership. Donc ça, c'est assez bien identifié. L'accent a été mis et on a souhaité mettre l'accent sur les formations politiques publiques, politiques sociales. Et l'idée, c'était vraiment de se dire, voilà, quand on va sur des postes soit de pleine direction, directeur comptable et financier, ou bien quand on évolue dans le cadre de la liste d'aptitude, on a aussi besoin d'avoir toujours ce regard interbranche, interrégime, de suivre aussi ce qui se passe au niveau des politiques publiques, de ce qui peut être impulsé au niveau de l'État, même au niveau européen ou international. Et donc, on a regardé ce qui pouvait être proposé, bien entendu à l'EN3S, mais plus largement. Donc, je ne suis pas là pour vous faire la revente ou la promotion de tous les dispositifs. Bien entendu, vous allez retrouver dans cette liste qui sera actualisée tous les ans, dans le cadre de la commission pédagogique nationale de l'EN3S, on a une liste qui sera actualisée. Il y a bien entendu des cycles que vous connaissez probablement, actualité de la protection sociale, grand dossier de la protection sociale, mais on est allé regarder largement tout ce qui pouvait être valorisé, notamment dans d'autres centres de formation ou grandes écoles, mais aussi ce que vous pouvez faire, vous, en tant que, par exemple, intervenant, si vous intervenez dans des universités pour vous-même faire de la formation, dans le cadre, par exemple, de tout ce qui est dispositif ambassadeur, N3S, tout ça, c'est, sous réserve d'une attestation, ce sera observé, pris en compte, parce que ça correspond vraiment à ce qui est recherché, c'est-à-dire un regard et une largeur d'esprit et de regard sur les politiques sociales. Donc, si vous voulez, ces 3 jours de formation, ils seront examinés à partir de mars 2025. Et vous aurez le temps aussi de pouvoir vous mettre à jour pour ceux qui ne le sauraient pas et pouvoir anticiper cette échéance-là. Voilà, donc c'est les 2 gros blocs, politique, management, leaders, et puis politique sociale. Je pense qu'on aura de toute façon l'occasion d'en reparler assez largement. Et comme je vous disais, la liste, elle sera mise à disposition. On va créer une page et puis Lucans aussi communiquera à ce sujet-là et on pourra ensuite, bien entendu, l'actualiser. Si peut-être, dernière chose que je n'ai pas mentionnée, on fait aussi, sont bien entendu éligibles tout ce qui est de l'ordre des programmes des caisses nationales. Donc, je pensais URSSAF Caisse nationale, je sais, ils ont un programme d'intégration. Ça aussi, ça peut être mis en avant. On a aussi côté branche retraite, je sais qu'il y a des revues qui proposent des colloques. Donc,
il y a une vision vraiment large de ce qu'est la formation en poétique publique. Parfait, merci. Et merci pour ces propos très complets. Avant peut-être de passer aux différentes questions qui ont pu nous être soumises dans le chat, je vous invite à remplir le questionnaire de satisfaction qui va vous être proposé. Ça ne prendra que quelques minutes. Et nous, ça nous permet d'avoir un retour et de nous améliorer pour les fois prochaines. Alors, je vais prendre le chat maintenant pour voir un petit peu les questions qui ont pu être soulevées. Alors, je vois qu'il y en a quelques-unes. Alors, la première est concernant l'intérim de directeur pour un directeur adjoint. Est-ce que cela réduit la durée d'exercice pour le poste de directeur? Carole Bonvalot, peut-être pour cette première question. Alors, cette période d'intérim du directeur adjoint sera prise en compte pour le calcul. Donc, si vous avez besoin, vous avez fait 2 organismes différents et que vous avez besoin des 8 ans, cette période d'intérim sera prise en compte pour calculer les 8 ans. Donc, ce n'est pas vraiment une clause d'accélération au même titre que celle de DCF ou Outre-mer. En tout cas, ce qu'il faut retenir, si vous avez 8 ans d'ancienneté et dedans vous avez fait cet intérim, c'est pris en compte. Mais ce n'est pas une clause de réduction à proprement parler. Très bien, merci pour cette réponse. On a également une question au sujet de la liste, les 4 noms du mois proposés par les caisses nationales. Le réseau MSA est-il concerné par la proposition des 4 noms pouvant accéder au poste de directeur? Vers qui je me tourne? Je crois qu'il y a un nom supplémentaire, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Oui, ils ont eu leur propre réforme. Depuis la nôtre, ils ont eu leur propre réforme de la liste d'aptitude. Et donc, même si initialement, ils étaient inclus dans le texte qui est sorti, pour ceux qui vont le consulter, il y avait aussi possibilité d'inclure les régimes spéciaux et le régime agricole dans ces 4 noms. Mais pour autant, depuis, ils ont eu leur réforme et ils peuvent proposer un nom. Donc, ils vont plutôt se saisir de ce nouveau dispositif qui est arrivé après. Et donc, ils auront leur propre nom à proposer sur leur propre liste. Très bien. On a une question également sur la clause d'accélération pour les expériences au sein des DOM. La question étant, la clause d'accélération pour les expériences dans les DOM concerne-t-elle également les caisses hors Guadeloupe, Martinique, Guyane ou d'autres organismes d'outre-mer? Exemple, Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon, etc. Vous savez... La réponse est oui. La réponse est oui. Ok. Oui, et donc c'est mentionné en fait très clairement dans l'arrêté, la liste des caisses exigibles, mais il y a effectivement parmi ceux que vous citiez, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, La Réunion, donc c'est vraiment au sens large et c'est prévu, en fait le texte de l'arrêté liste bien les organismes qui sont cités, qui sont visés par cette nouvelle clause. Très bien. On a aussi une autre question sur l'article 9 bis. L'article 9 bis est-il pérenne ou une expérimentation? S'il s'agit d'une expérimentation, quelle est sa durée de mise en œuvre? Y a-t-il des modalités d'évaluation? Alors, je crois qu'on va le faire déjà pour cette première année. On va voir comment ça se passe. Je pense que l'idée, c'est vraiment de voir si ça permet réellement à des personnes d'évoluer, de prendre des postes. Donc, voilà, je pense qu'il faut déjà regarder ce qui va se passer en 2023, même si c'est quelque chose qui a été très fortement poussé par les directeurs de CaisseNat, profil bas sur ce dispositif et voilà, rendez-vous donc cette année pour voir comment ça va se passer. Je pense qu'il est un peu tôt pour... Peut-être effectivement en complément. C'est vrai que dans la réforme elle-même, c'est pas, on va dire, mis comme une expérimentation, mais je dirais un arrêté, on voit bien que ça peut se modifier de façon relativement simple. Donc si effectivement on voit que ce dispositif trouve sa place, eh bien très bien, voir effectivement si on le maintient en tant que tel ou pas. Et s'il ne trouve pas sa place, il faudra effectivement en tirer les conséquences. Voilà, un arrêté se modifie. Donc voilà, il n'est pas indiqué comme tel, comme une expérimentation, mais bien évidemment, même si ce n'est pas indiqué comme tel dans l'arrêté, il sera, on va dire, mis en œuvre comme si c'était effectivement une expérimentation. Je vois. Et à ce propos, encore une autre question à ce sujet. Cette proposition des caisses nationales de candidats n'ayant pas passé un concours EN3S se limite-t-elle à la L3? Est-il possible aussi pour L2, non. L1? Carole l'a bien précisé tout à l'heure, c'est effectivement pour la L3 et pour la L1-2. Voilà. Parfait. Et en fait, diplômé ou pas, en fait, dans le texte final,
c'est ouvert. Les conditions d'éligibilité que j'ai décrites, c'est les 6 ans d'ancienneté comme agent de direction, être salarié d'un organisme, plus avoir eu 2 postes d'ADD si c'est L1-2. Mais donc, c'est ça finalement ce qu'il faut retenir des conditions d'éligibilité. Et ensuite, bien sûr, les caisses nationales. En fait, nous, en point d'entrée, finalement, pour la commission liste d'aptitude et pour l'instruction du dossier, on aura 4 noms avec en face les classes qui sont souhaitées par les caisses nationales. Et ce que disait Karina, ensuite, ils sont soumis au processus classique pour une inscription sur liste d'aptitude. Mais c'est vrai que c'est un peu nouveau et on avance en marchant sur ces sujets. C'est-à-dire, nous aussi, on se saisit d'un dispositif nouveau, d'un article nouveau, on se concerte, on verra ce que donne aussi cette première année de réforme pour envisager la suite. Et on voit que ça questionne beaucoup, du moins à distance, sur ce sujet. Avant-dernière question, comment se passent les demandes d'inscription en 2023 ? Alors, je l'ai dit assez rapidement, peut-être aussi souligner que maintenant, c'est 100% en ligne, puisque c'est aussi une des nouvelles modalités qui ont été préconisées par la réforme, comme pour le comité des carrières, donc 100% dématérialisé. J'ai donné les dates tout à l'heure, donc le 15 mars, on va ouvrir concrètement les demandes d'inscription donc sur le site de Lucans en ligne et on les fermera le 17 avril. Donc c'est vraiment à partir du 15 mars et donc de la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous inscrire. Et aussi, je l'ai dit aussi, on va remettre le lien dans le diaporama à aller consulter la circulaire de la liste d'aptitude. On a vraiment remis l'ensemble des nouvelles conditions réglementaires et je pense que c'est important de s'y reporter parce qu'il y a des modifications pour savoir dans quelle catégorie vous êtes et à quelle classe vous pouvez demander pour votre inscription. Donc date à retenir, 15 mars, 17 avril et le plus tôt sera le mieux. Okay, on retient ces dates-ci. Une dernière question en guise de conclusion posée à Isabelle Bertin. La réforme présentée ce jour ne couvre pas l'ensemble des sujets posés lors des travaux pilotés par Jean-Louis Rey. Est-ce qu'on doit s'attendre à une nouvelle réforme prochainement ? Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à une nouvelle réforme ? Je me garderai bien d'être aussi précise que ça. En revanche, nous travaillons effectivement donc, avec la Direction de la Sécurité sociale et avec les caisses nationales pour atteindre un des objectifs qui était pointé dans le rapport Rey, qui n'est pas totalement atteint. C'est celui de la réactivité, d'une plus grande réactivité en matière d'inscription sur liste d'aptitude. Carole, vous le précisez, on va examiner les conditions de recevabilité au 15 mars et si ces conditions de recevabilité, vous ne les remplissez pas au 15 mars, dans l'état actuel des textes, vous ne pouvez pas, ou si vous candidatez malgré tout, vous ne serez pas déclaré recevable et vous devrez attendre 1 an pour pouvoir vous réinscrire. C'est vrai qu'effectivement, ces délais ne correspondent peut-être plus totalement, je dirais, aux besoins de réactivité que l'on a dans le monde dans lequel nous évoluons. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de travailler sur, on va dire, peut-être un deuxième temps de la réforme qui viserait à permettre de réaliser plusieurs campagnes d'inscription au lycée d'aptitude au cours d'une même année. Là, finalement, dans le calendrier tel que Carole vous l'a exposé, déjà, effectivement, on a réduit un petit peu donc, les délais avec une commission lycée d'aptitude qui se tiendrait donc, le 18 octobre, soit, on va dire, à peu près 2 mois par rapport ou 1 mois et demi, on va dire, par rapport effectivement à ce qui se passait auparavant. Donc, une possibilité de voir paraître l'arrêté de la réforme un peu plus tôt qu'habituellement, mais on n'est pas encore au bout, je dirais, de ce qu'on voudrait faire. L'objectif, effectivement, ça serait de pouvoir mener 2-3 campagnes par an. Mais ça nécessite bien évidemment une nouvelle modification donc, de l'arrêté et ça nécessite aussi que l'on se réinterroge sur les modalités d'évaluation. Puisqu'aujourd'hui, dans le cadre d'une campagne, ce qui mobilise fortement, que ce soit donc, les équipes des missions nationales de contrôle, que ce soit les équipes des caisses nationales, que ce soit le cabinet, effectivement, conseil qui nous accompagne pour faire ces évaluations, ce sont ces temps d'évaluation. Donc ça nécessite effectivement qu'on se repenche sur l'évaluation avant effectivement de pouvoir dire oui, on peut faire plusieurs campagnes par an, mais en tout cas, c'est ce sur quoi nous travaillons.
C'est noté, c'est un beau propos de conclusion. Il me reste à remercier l'ensemble des intervenants ayant participé au webinaire, donc sur le plateau mais aussi à distance. J'espère qu'on a pu répondre à l'ensemble des questions posées, que les propos ont été clairs. De notre côté, n'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Et il me reste à vous souhaiter un bel après-midi. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.